J'espère que vous allez tous très bien. Prenez quelques secondes pour vous poser, parce qu'on va clarifier quelque chose d'important. Hier, le 1er février 2026, Abdelmajid Tebboune a procédé à une cérémonie très médiatisée, celle du train reliant Béchar à la région de Gara-Jubilette. Mais visiblement, beaucoup ont cru assister à toute autre chose. Non, il ne s'agissait ni du démarrage effectif de l'exploitation minière, ni du lancement concret du grand complexe industriel promis autour de Gara-Jubilette. Ce qui a été inauguré, c'est la ligne ferroviaire. 950 km de rails à travers le désert, dont nous parlions déjà dans une précédente émission. Soyons précis. Le projet minier de Gara-Jubilette, lui, avait été officiellement lancé le 30 juillet 2022. Sur le papier, l'objectif est clair. Produire du minerai de fer. Dans les discours, tout semble avancer selon un calendrier maîtrisé. Dans la réalité, le site est encore loin de fonctionner à plein régime. Et c'est précisément là que commence notre analyse aujourd'hui. Car derrière cette mise en scène ferroviaire se cachent des hypothèses financières, des projections et des calculs qui méritent d'être examinés de près. Nous allons décortiquer les estimations, optimistes, approximatives ou franchement trompeuses, qui ont servi de fondation au lancement de ce projet présenté comme stratégique. Hier, ce que les caméras ont immortalisé, ce n'était ni une mine en pleine production, ni une révolution industrielle déjà en marche. C'était un train. Oui, un train flambant neuf, élégant, traversant le désert comme un symbole de modernité. Pontes, infrastructures impressionnantes, locomotives rutilantes, et demain peut-être quelques voyageurs reliant Béchar à Tindouf à travers 950 km d'aridité spectaculaire. Sur le plan technique et logistique, difficile de ne pas saluer la performance. Une ligne ferroviaire de cette ampleur au cœur du Sahara, cela impose le respect. Mais l'admiration ne doit pas remplacer la réflexion. La vraie interrogation commence maintenant. Cette prouesse va-t-elle réellement transformer l'économie nationale? Va-t-elle générer des emplois durables, créer de la valeur, stimuler la croissance ou diversifier les sources de revenus du pays? J'espère que vous allez tous très bien. Prenez quelques secondes pour vous poser, parce qu'on va clarifier quelque chose d'important. Hier, le 1er février 2026, Abdelmajid Tebboune a procédé à une cérémonie très médiatisée, celle du train reliant Béchar à la région de Gara-Jubilette. Mais visiblement, beaucoup ont cru assister à toute autre chose. Non, il ne s'agissait ni du démarrage effectif de l'exploitation minière, ni du lancement concret du grand complexe industriel promis autour de Gara-Jubilette. Ce qui a été inauguré, c'est la ligne ferroviaire. 950 km de rails à travers le désert, dont nous parlions déjà dans une précédente émission. Soyons précis. Le projet minier de Gara-Jubilette, lui, avait été officiellement lancé le 30 juillet 2022. Sur le papier, l'objectif est clair. Produire du minerai de fer. Dans les discours, tout semble avancer selon un calendrier maîtrisé. Dans la réalité, le site est encore loin de fonctionner à plein régime. Et c'est précisément là que commence notre analyse aujourd'hui. Car derrière cette mise en scène ferroviaire se cachent des hypothèses financières, des projections et des calculs qui méritent d'être examinés de près. Nous allons décortiquer les estimations, optimistes, approximatives ou franchement trompeuses, qui ont servi de fondation au lancement de ce projet présenté comme stratégique. Hier, ce que les caméras ont immortalisé, ce n'était ni une mine en pleine production, ni une révolution industrielle déjà en marche. C'était un train. Oui, un train flambant neuf, élégant, traversant le désert comme un symbole de modernité. Pontes, infrastructures impressionnantes, locomotives rutilantes, et demain peut-être quelques voyageurs reliant Béchar à Tindouf à travers 950 km d'aridité spectaculaire. Sur le plan technique et logistique, difficile de ne pas saluer la performance. Une ligne ferroviaire de cette ampleur au cœur du Sahara, cela impose le respect. Mais l'admiration ne doit pas remplacer la réflexion. La vraie interrogation commence maintenant. Cette prouesse va-t-elle réellement transformer l'économie nationale? Va-t-elle générer des emplois durables, créer de la valeur, stimuler la croissance ou diversifier les sources de revenus du pays? Car ériger une merveille d'architecture au milieu de l'océan peut impressionner le monde entier. Encore faut-il qu'elle serve à quelque chose. L'esthétique ne suffit pas. L'utilité économique est la clé. Un projet, aussi spectaculaire soit-il, doit contribuer à l'intérêt général.
produire des richesses, ouvrir des marchés, renforcer les exportations. C'est précisément à ce niveau que le débat devient sérieux concernant Gara Jubilé. Au-delà de l'image et des cérémonies, la question centrale demeure. Cet investissement sera-t-il un moteur de développement ou simplement une vitrine grandiose? Soyons clairs dès le départ, la ligne inaugurée hier n'a pas été pensée pour remplir des wagons voyageurs. Ce n'est pas un projet de transport populaire, c'est une artère industrielle. Oui, 2 trains de passagers circuleront quotidiennement. 2. Et ce n'est pas un oubli, c'est simplement le reflet d'une réalité démographique. La région de Tindouf, tout comme Béchar, reste faiblement peuplée. Même en additionnant les habitants, on reste en dessous d'un seuil qui justifierait un trafic ferroviaire massif pour les civils. Les 7 gares prévues le long du tracé ne verront pas des foules se presser sur les quais. Ce n'est pas l'objectif. Le véritable cœur du projet, ce sont les convois minéraliers. L'ambition affichée parle de 24 trains de marchandises par jour, dans les 2 sens, chargés de minerais extraits de Gara Jubilé. Ces mastodontes roulants, capables d'atteindre environ 80 km/h malgré le poids colossal de leur cargaison, représentent la priorité absolue. Transporter des tonnes de fer, du matériel industriel, tout ce qui alimente la chaîne d'extraction, voilà la mission centrale. En résumé, on ne construit pas ici une ligne pour rapprocher des familles ou désenclaver des villes. On met en place un corridor logistique dédié au fer. Le voyageur est accessoire. Le minerai, lui, est roi. Soyons clairs, ce dont il est question ici n'a rien d'un simple service destiné aux voyageurs. Nous ne parlons pas d'un train conçu pour faciliter la vie quotidienne des citoyens, mais d'un maillon stratégique d'un dispositif industriel. Ce n'est pas la même logique. Un service public de transport, par définition, n'a pas toujours à être rentable. Une ligne déficitaire peut parfaitement se justifier si elle permet à des patients de rejoindre un hôpital, à des familles de se retrouver ou à des citoyens de circuler librement. Gouverner un pays ne consiste pas uniquement à équilibrer des colonnes comptables. Dans beaucoup d'États, prenons l'exemple de la France, lorsqu'on lance un grand projet ferroviaire, la priorité affichée n'est pas systématiquement le profit, mais le confort collectif, l'aménagement du territoire et la cohésion sociale. Or ici, le raisonnement est tout autre. Ce train ne répond pas d'abord à une nécessité démographique. Béchar compte à peine un peu plus de 200 000 habitants. Tindouf, j'espère que vous allez tous très bien. Prenez quelques secondes pour vous poser, parce qu'on va clarifier quelque chose d'important. Hier, le 1er février 2026, Abdelmajid Tebboune a procédé à une cérémonie très médiatisée, celle du train reliant Béchar à la région de Gara Jubilé. Mais visiblement, beaucoup ont cru assister à toute autre chose. Non, il ne s'agissait ni du démarrage effectif de l'exploitation minière, ni du lancement concret du grand complexe industriel promis autour de Gara Jubilé. Ce qui a été inauguré, c'est la ligne ferroviaire. 950 km de rails à travers le désert. J'espère que vous allez tous très bien. Prenez quelques secondes pour vous poser, parce qu'on va clarifier quelque chose d'important. Hier, le 1er février 2026, Abdelmajid Tebboune a procédé à une cérémonie très médiatisée, celle du train reliant Béchar à la région de Gara Jubilé. Mais visiblement, beaucoup ont cru assister à toute autre chose. Non, il ne s'agissait ni du démarrage effectif de l'exploitation minière, ni du lancement concret du grand complexe industriel promis autour de Gara Jubilé. Ce qui a été inauguré, c'est la ligne ferroviaire. 950 km de rails à travers le désert, dont nous parlions déjà dans une précédente émission. Soyons précis. Le projet minier de Gara Jubilé, lui, avait été officiellement lancé le 30 juillet 2022. Sur le papier, l'objectif est clair. Produire du minerai de fer. Dans les discours, tout semble avancer selon un calendrier maîtrisé. Dans la réalité, le site est encore loin de fonctionner à plein régime. Et c'est précisément là que commence notre analyse aujourd'hui. Car derrière cette mise en scène ferroviaire se cachent des hypothèses financières, des projections et des calculs qui méritent d'être examinés de près. Nous allons décortiquer les estimations, optimistes, approximatives ou franchement trompeuses, qui ont servi de fondation au lancement de ce projet présenté comme stratégique. Hier, ce que les caméras ont immortalisé, ce n'était ni une mine en pleine production, ni une révolution industrielle déjà en marche. C'était un train.
Oui, un train flambant neuf, élégant, traversant le désert comme un symbole de modernité. Pontes, infrastructures impressionnantes, locomotives rutilantes, et demain peut-être quelques voyageurs reliant Béchar à Tindouf à travers 950 km d'aridité spectaculaire. Sur le plan technique et logistique, difficile de ne pas saluer la performance. Une ligne ferroviaire de cette ampleur au cœur du Sahara, cela impose le respect. Mais l'admiration ne doit pas remplacer la réflexion. La vraie interrogation commence maintenant. Cette prouesse va-t-elle réellement transformer l'économie nationale? Va-t-elle générer des emplois durables, créer de la valeur, stimuler la croissance ou diversifier les sources de revenus du pays? Car ériger une merveille d'architecture au milieu de l'océan peut impressionner le monde entier. Encore faut-il qu'elle serve à quelque chose. L'esthétique ne suffit pas. L'utilité économique est la clé. Un projet, aussi spectaculaire soit-il, doit contribuer à l'intérêt général. Produire des richesses, ouvrir des marchés, renforcer les exportations. C'est précisément à ce niveau que le débat devient sérieux concernant Gara Jubilé. Au-delà de l'image et des cérémonies, la question centrale demeure. Cet investissement sera-t-il un moteur de développement ou simplement une vitrine grandiose? Soyons clairs dès le départ, la ligne inaugurée hier n'a pas été pensée pour remplir des wagons voyageurs. Ce n'est pas un projet de transport populaire, c'est une artère industrielle. Oui, 2 trains de passagers circuleront quotidiennement. 2. Et ce n'est pas un oubli, c'est simplement le reflet d'une réalité démographique. La région de Tindouf, tout comme Béchar, reste faiblement peuplée. Même en additionnant les habitants, on reste en dessous d'un seuil qui justifierait un trafic ferroviaire massif pour les civils. Les 7 gares prévues le long du tracé ne verront pas des foules se presser sur les quais. Ce n'est pas l'objectif. Le véritable cœur du projet, ce sont les convois minéraliers. L'ambition affichée parle de 24 trains de marchandises par jour, dans les 2 sens, chargés de minerais extraits de Gara Jubilé. Ces mastodontes roulants, capables d'atteindre environ 80 km/h malgré le poids colossal de leur cargaison, représentent la priorité absolue. Transporter des tonnes de fer, du matériel industriel, tout ce qui alimente la chaîne d'extraction, voilà la mission centrale. En résumé, on ne construit pas ici une ligne pour rapprocher des familles ou désenclaver des villes. On met en place un corridor logistique dédié au fer. Le voyageur est accessoire. Le minerai, lui, est roi. Soyons clairs, ce dont il est question ici n'a rien d'un simple service destiné aux voyageurs. Nous ne parlons pas d'un train conçu pour faciliter la vie quotidienne des citoyens, mais d'un maillon stratégique d'un dispositif industriel. Ce n'est pas la même logique. Un service public de transport, par définition, n'a pas toujours à être rentable. Une ligne déficitaire peut parfaitement se justifier si elle permet à des patients de rejoindre un hôpital, à des familles de se retrouver ou à des citoyens de circuler librement. Gouverner un pays ne consiste pas uniquement à équilibrer des colonnes comptables. Dans beaucoup d'États, prenons l'exemple de la France, lorsqu'on lance un grand projet ferroviaire, la priorité affichée n'est pas systématiquement le profit, mais le confort collectif, l'aménagement du territoire et la cohésion sociale. Or ici, le raisonnement est tout autre. Ce train ne répond pas d'abord à une nécessité démographique. Béchar compte à peine un peu plus de 200 000 habitants. Tindouf, environ 60 000 à 70 000. Nous sommes loin des grandes agglomérations du pays. Même en additionnant largement les populations de la région, on reste dans des chiffres modestes à l'échelle nationale. Certains évoqueront les militaires ou les camps environnants pour gonfler les statistiques. Mais soyons réalistes. Les forces armées disposent déjà de leur propre circuit logistique, notamment aérien. Imaginer un afflux massif de soldats empruntant ce train au quotidien relève davantage de la fiction que de la planification stratégique. En définitive, le nombre réel d'usagers potentiels reste limité, probablement inférieur à 1 demi-million de personnes. Ce qui confirme une chose essentielle. La vocation première de cette ligne n'est pas de transporter des citoyens, mais de servir un objectif industriel bien précis. Puisque cette infrastructure sert avant tout un objectif industriel, il faut avoir le courage d'aborder la seule question qui compte vraiment. Est-ce que cela rapporte? Un projet productif ne se juge pas à la beauté des discours, mais à sa capacité à générer des résultats concrets. Et l'avenir de cette ligne ferroviaire est directement lié au destin de Gara Jubilé.
Si la mine ne tient pas ses promesses, le train n'aura rien à transporter. Officiellement, le chantier minier a été lancé en juillet 2022. Sur le papier, les ambitions sont impressionnantes. Dans les faits, on est encore loin du compte. Le programme est structuré en plusieurs étapes, mais un détail essentiel reste rarement mis en avant. L'exploitation complète n'est envisagée qu'à l'horizon 2040. Entre 2024 et 2026, la production prévue oscille entre 2 et 4 millions de tonnes par an. Un volume déjà modeste pour un projet présenté comme stratégique. Pourtant, depuis le démarrage jusqu'en 2024, ces niveaux n'ont jamais été atteints. On parlait d'une montée progressive avec 500 000 tonnes pour tester les installations. La réalité, elle, a été bien plus limitée. Aujourd'hui, on évoque un passage au seuil des 2 millions de tonnes, puis 4 millions. Mais où sont les chiffres vérifiables? Rien de concret. On sait même qu'en 2025, des déclarations optimistes ont circulé affirmant que 2 millions de tonnes avaient été produites. Or, ces affirmations ne reposaient sur aucune donnée solide. Autrement dit, les projections avancent plus vite que les excavatrices. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le dirigeant du principal groupe public chargé de l'exportation du minerai, Sonarem, a quitté son poste dans des conditions pour le moins ambiguës. Il avait exprimé le souhait de partir. On ne lui en a pas laissé l'occasion. Finalement, il a été remplacé. Pourquoi? Parce que la gestion du dossier Garadjibilet manque cruellement de clarté. La transparence est absente et l'opinion publique navigue à vue. On évite soigneusement de rappeler que le site ne sera pleinement opérationnel qu'à l'horizon 2040. D'ici 2030 à 2032, l'objectif affiché tourne autour de 20 millions de tonnes par an. Le cap final annoncé, entre 40 et 50 millions de tonnes à long terme. Autrement dit, nous sommes encore à des années-lumière de la vitesse de croisière. C'est un pari industriel étalé sur plusieurs décennies. Or, lorsqu'un projet s'inscrit dans un calendrier aussi long, la question de la rentabilité devient centrale. Pourtant, le discours officiel promet une transformation radicale de l'économie nationale. On parle de révolution industrielle. Sur quoi reposent ces certitudes? Sur des estimations jamais publiées en détail, sur des hypothèses jamais soumises au débat public. Et je le dis clairement, ces bases chiffrées sont au mieux fragiles, au pire trompeuses. Oui, les réserves sont gigantesques, plus de 3 milliards de tonnes. Oui, le gisement figure parmi les plus importants au monde. Là-dessus, personne ne conteste. Mais le véritable nœud du problème se situe ailleurs. Le minerai de Garadjibilet n'est pas comparable à celui d'autres sites comme Wenza. Et c'est précisément là que commence la complication. Entrons maintenant dans le cœur du problème. Le minerai de Garadjibilet, situé dans l'extrême sud-ouest, traîne un défaut majeur. Il est chargé en phosphore. Et pas à petite dose. En moyenne, la concentration tourne autour de 0,8%. Pour quelqu'un qui n'est pas du métier, ce chiffre peut sembler anodin, presque insignifiant. Après tout, moins de 1%, cela paraît dérisoire. Mais dans l'univers de la sidérurgie, c'est tout sauf un détail. Pour produire un acier conforme aux standards internationaux, utilisable dans la construction ou l'industrie lourde, le seuil de phosphore doit rester inférieur à 0,05%. Or ici, on est largement au-dessus. Et dans certaines zones du gisement, les analyses ont révélé des niveaux dépassant 1,3%, voire 1,5%. Autrement dit, on ne parle pas d'un simple ajustement technique, mais d'un véritable défi industriel. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la déphosphoration, un processus destiné à extraire cet élément indésirable avant toute transformation en acier. Contrairement à des mines comme celle d'Wenza ou d'autres sites de la région d'Annaba, le minerai de Garadjibilet ne peut pas être utilisé tel quel. Il doit être traité, purifié, corrigé. Et c'est précisément là que les choses se compliquent. Si ce gisement n'a pas été exploité pendant des décennies, ce n'est pas par oubli. Les raisons sont économiques. Il ne s'agit pas seulement de transporter le minerai sur des milliers de kilomètres jusqu'aux pôles industriels du Nord. Le véritable obstacle, c'est le coût élevé du traitement nécessaire pour le rendre commercialisable. Pendant des décennies, des années 70 jusqu'au tournant des années 2000, une réalité technique bloquait toute ambition.
Les procédés disponibles ne permettaient pas de traiter un minerai aussi chargé en phosphore sans exploser les coûts. En clair, technologiquement, c'était pas viable. Puis les industriels chinois sont entrés en scène. Ils ont développé des procédés plus avancés, accumulé de l'expertise et affirmé disposer des compétences nécessaires pour relever ce défi. Certaines entreprises, dont nous parlerons plus en détail, assurent aujourd'hui être capables de transformer ce minerai problématique en produit exploitable. Mais il y a un détail qu'on mentionne moins volontiers, la facture. On parle d'un investissement compris entre 1,5 et plus de 2 milliards de dollars. Alors pourquoi les autorités algériennes estiment-elles qu'un partenariat avec un consortium chinois rendrait l'opération rentable? Avant même d'examiner les projections financières, il faut comprendre la complexité du processus. D'abord, il y a le traitement thermique. Chauffer le minerai à très haute température pour en modifier la structure interne. Ensuite intervient la phase chimique. Des agents spécifiques sont utilisés pour dissoudre le phosphore sans altérer le fer lui-même. Puis, via l'étape de concentration. Enrichir le minerai pour atteindre un taux supérieur à 60% de fer, tout en abaissant le phosphore aux standards internationaux. Et ce n'est pas fini. Un élément décisif dans l'équation économique, c'est la capacité à réutiliser les produits chimiques employés durant le procédé. Si l'usine ne parvient pas à recycler efficacement ces réactifs, elle devra en importer en continu. Et ces substances ont un coût élevé. Autrement dit, la technologie existe, mais n'a rien de miracle gratuit. Entrons dans le nerf de la guerre, l'argent. La seule étape de dépollution du minerai, retirer le phosphore, pourrait engloutir chaque année entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Oui, par an. C'est un investissement colossal rien que pour rendre le fer utilisable. Et ensuite, tout dépendra de deux variables essentielles. Combien ce minerai rapportera réellement et si l'on parvient à récupérer et réutiliser les produits chimiques employés dans le processus. Sans recyclage efficace, la facture grimpera encore. Pourtant, du côté officiel, on présente l'opération comme une évidence économique. Pourquoi? Parce que le calcul commence par un argument séduisant. L'extraction coûte très peu. Garat Djebilet est une mine à ciel ouvert. Pas besoin de forage complexe à grande profondeur. En théorie, 5 $ suffisent pour extraire 1 tonne de minerai. C'est extrêmement compétitif. À titre de comparaison, dans des sites plus anciens comme Wenza ou dans certaines mines de la région d'Annaba, les coûts peuvent facilement dépasser 10 à 15 $ par tonne. Les gisements y sont plus difficiles d'accès, les réserves moins accessibles et l'exploitation exige davantage de moyens techniques. À Garat Djebilet, au contraire, le minerai affleure presque à la surface. Le terrain est vierge, jamais exploité auparavant. Les premières années promettent donc un coût d'extraction très bas. Et c'est précisément sur cette donnée attractive que repose l'argumentaire officiel. Extraction bon marché, donc projet rentable. Du moins, en apparence. Voici la recette officielle telle qu'on nous la vend, presque comme une addition de supermarché. La dépollution du minerai coûterait, d'après les autorités, entre 15 et 20 $ par tonne. On ajoute quelques billets pour le transport et hop, miracle, on tombe sur un coût global oscillant entre 40 $ et, dans le scénario moins parfait, 50 $ la tonne. Le calcul est présenté de manière très propre, très rassurante. Environ 5 $ pour extraire le minerai, autour de 15 $ pour enlever le phosphore, près de 8 $ pour l'acheminer grâce au rail, ce fameux train qu'on a applaudi hier, et enfin un petit forfait d'environ 10 $ pour couvrir gaz, électricité et eau. Avec dessalement, évidemment, parce qu'on est au désert. Résultat annoncé. Le fer de Garat Djebilet sortirait à 38 à 40 $ la tonne dans le meilleur des mondes, et à 50 $ si tout se passe moins bien. Une affaire, non? C'est exactement là que le pouvoir se frotte les mains. Parce qu'en regardant les prix internationaux, le minerai de fer qui se négocie autour de 100 à 120 $ sur les marchés, on se dit jackpot. Selon cette logique, l'Algérie produirait à moitié prix, donc elle gagnerait gros, donc elle deviendrait le Qatar du fer, comme aiment le répéter certains. Le raisonnement est simple. Ça me coûte 40, au pire 50. Je vends entre 100 et 120. Je suis gagnant. Sauf que ce scénario repose sur un point crucial et très fragile,
l'idée que la déphosphoration resterait à 15 $ la tonne. Et c'est précisément là que le château de cartes commence à trembler, parce que ces chiffres, malheureusement, ne tiennent pas la route. C'est précisément ainsi que Abdelmajid Tebboune s'est retrouvé face à une vision partielle de la réalité. On lui a présenté le tableau le plus flatteur, celui où tout fonctionne parfaitement. En revanche, le scénario prudent, celui qui tient compte des contraintes techniques réelles, est resté dans l'ombre. Car prétendre que la déphosphoration coûtera 15 $ par tonne relève davantage du vœu pieux que de l'analyse industrielle. Cette estimation est excessivement optimiste, pour ne pas dire déconnectée des réalités chimiques. En vérité, la facture serait plutôt de l'ordre de 35 à 40 $ par tonne, voire davantage. Pourquoi une telle différence? Parce que le phosphore contenu dans le minerai de Garadjébile n'est pas simplement posé à la surface. Il est intégré à la structure même du minéral. Autrement dit, il est intimement lié à la matrice du fer. Un simple rinçage ne suffira jamais. Il faut recourir à des procédés lourds comme le grillage magnétisant ou la lixiviation acide. Des techniques complexes, exigeantes, maîtrisées par certains partenaires chinois certes, mais coûteuses. Très coûteuses. Et ce n'est que le début. Le traitement exige des réactifs chimiques spécifiques qu'il faudra importer. Il demande une consommation énergétique élevée, de la chaleur, de l'électricité et surtout d'importantes quantités d'eau pour le grillage.